guys, voici le troisième enregistrement. OK, here we go. Où nous retrouvons Thénardier et Cosette. Dans la pauvre maison du vieux quartier où il habite, Marius a des voisins. Un nommé Jondrette et sa femme. Ils ont 2 filles et un fils. Les Jondrette semblent dans une grande misère. Ils ne vivent que de l'argent qu'ils réussissent à se faire donner. Marius lui-même les aide quelquefois. Le fils, nommé Gavroche, vient de temps en temps voir ses parents. Ce garçon, âgé de 11 à 12 ans, a été jeté par eux à la rue. Il est habillé de chiffon, mais il est gai. Il va, vient, chante, joue, vole un peu pour vivre comme un petit chat, rit, n'a pas de maison, pas de pain, pas de feu, mais il est heureux parce qu'il est libre. C'est le nom, c'est le titre, c'est vraiment right, so Gavroche, c'est quand même un personnage important. Tous les 2 à 3 mois, il dit « Je vais voir maman ». Alors, il quitte le boulevard, descend sur les quais, passe les ponts, arrive chez ses parents et trouve la pauvreté, la tristesse, le froid dans les cœurs. Quand il entre, on lui demande « D'où viens-tu » Il répond « De la rue ». Quand il s'en va, on lui demande « Où vas-tu » Il répond « Dans la rue ». Sa mère lui dit « Qu'est-ce que tu viens faire ici » Il vit sans l'amour de ses parents comme ces herbes qui poussent dans les caves. Il n'est pas triste de ne pas être aimé. Il ne sait pas comment devrait être un père et une mère, c'est tout. Les murs de la maison où Marius et les Jondrette habitent sont si vieux qu'on voit à travers. Et un jour, Marius entend et voit entrer chez les Jondrette un homme et une jeune fille. C'est le vieil homme et la jeune fille qu'il cherche depuis si longtemps. Cet homme, c'est Jean Valjean. Et la fille, c'est Cosette. Ils donnent de l'argent et promettent de revenir le soir même pour apporter du linge. Après leur départ, les Jondrette parlent et Marius, dans sa chambre, les écoute. Avec des amis, ils décident de voler le vieux monsieur. Marius court à la police. Il rencontre Javert. Le soir, ça c'est pas bon, ça, là. Parce que Javert, il est en cours après Jean Valjean. Si vous en souvenez, Jean Valjean avait grimpé le gros mur, puis avait été se cacher là, avec Fauchelevent. Marius essaie de faire quelque chose de bien, right? Parce que les Jondrette veulent voler de Jean Valjean. Marius va arrêter ça, mais il sait pas que Javert puis Jean Valjean, là, c'est... Le soir, le vieux monsieur revient seul. Jondrette lui dit qu'il le connaît, qu'il l'a vu 10 ans plus tôt enlevé, sans en avoir le droit, une petite fille qui s'appelait Cosette. Et il demande 200 000 francs. Le vieux monsieur répond et Marius comprend que Jondrette, le bandit, n'est autre que Thénardier. La police arrive. Jondrette et ses amis sont arrêtés. Le vieux monsieur saute par la fenêtre et disparaît. « Je crois que je le connais », s'écrie Javert. Il le cherche et ne peut le retrouver. Ça revient tout back ensemble, right? Lui, Marius, le retrouve. Il réussit même un jour à voir Cosette seule et à lui dire son amour. Mais Jean Valjean veut garder sa fille toute à lui. Il veut défendre son bonheur, sa raison de vivre, contre Marius. Une révolution se prépare. La police se remue et partout. Le vieil homme prend peur. Il décide de quitter la France et d'aller en Angleterre. Marius est désespéré. Il aime Cosette. Il sait que Cosette l'aime. Il veut l'épouser. Il fallait alors avoir 25 ans pour pouvoir se marier sans l'autorisation de ses parents. Marius, qui a 22 ans seulement, va voir son grand-père pour la lui demander. Celui-ci aime au fond son petit-fils de tout son cœur. Il attend désespérément son retour. Si Marius est jeté dans ses bras, il l'aura embrassé. Marius se montre froid. Le grand-père répond qu'on ne se marie pas avec la première venue quand on se dit baron. Marius sort en disant « Je ne vous demanderai plus rien, monsieur. Adieu. » Le pauvre vieil homme ouvre la bouche, tend les bras, essaie de se lever. Trop tard, Marius a disparu. Il court comme on peut courir à 91 ans et crie « Rattrapez-le! Qu'est-ce que je lui ai fait? Il est fou! Il s'en va! Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! » Cette fois, il ne reviendra plus. Il va à la fenêtre qui donne sur la rue, l'ouvre de ses vieilles mains tremblantes, se penche et crie encore. « Marius!
Marius! Marius! Marius! Mais Marius ne peut déjà plus l'entendre. Le vieillard porte ses mains à son front et se laisse tomber sur sa chaise. Chapitre 3. La mort du général Lamarque. En juin 1832, le général Lamarque meurt. Cet homme courageux sur les champs de bataille de la Révolution et de l'Empire avait su après les guerres défendre les pauvres et les ouvriers. Le peuple l'aimait et, le jour de sa mort, se révolte. Au passage du bord, le 5 juin, le drapeau rouge apparaît. Un officier est tué par une balle. Des cavaliers chargent. Une femme crie. On commence trop tôt. Alors, les pierres pleuvent. Des coups de fusil partent. Des combattants sortent de partout. Des barricades s'élèvent. Un bruit de guerre remplit Paris. On crie aux armes. On court, on tombe, on se bat, on se défend, on avance, on recule. La colère monte comme le feu sous le vent. Okay, so la bataille va commencer trop tôt, puis ça se passe à Paris. Okay? Un peu plus loin. À ce moment, un enfant de 11 à 12 ans descend de Montmartre avec des fleurs dans les mains. Il voit dans une boutique un vieux pistolet. Il jette ses fleurs et prend l'arme. Un peu plus loin, il voit des gâteaux, il s'arrête. Il cherche dans ses poches et les retourne. Il n'y trouve rien, pas un sou. Il est dur de ne pas manger le dernier gâteau. 2 minutes plus tard, il est à Saint-Denis. Il voit des gens bien habillés passer et il dit « Ces gens riches, c'est gras, ça mange trop. Demandez-leur ce qu'ils font de leur argent. Ils n'en savent rien. Ils le mangent. Quoi? Ils promènent des ventres pleins, c'est tout. » Puis en levant son pistolet, il crie « Tout va bien, ventre plein, tenez-vous bien. En avant les hommes, battons-nous, vive la liberté. » À ce moment, devant lui, un cavalier tombe. Gavroche, l'enfant, c'est lui, pose son pistolet et il aide l'homme à se relever. Ensuite, il ramasse le pistolet et reprend son chemin. Arrivé au marché Saint-Jean, Gavroche rencontre un groupe de jeunes hommes conduits par Enjolras, Courfeyrac, Feuilly, Bahorel et Jean Prouvaire. Ils sont à peine armés. Enjolras a un fusil de chasse à 2 coups. Combeferre, 2 pistolets. Jean Prouvaire et Bahorel ont des vieilles armes. Courfeyrac et Feuilly portent des sabres. Ils arrivent au quai Morland, sans cravate, sans chapeau, mouillés par la pluie et l'éclair aux yeux. Gavroche leur demande « Où allons-nous? »« Viens, dit Courfeyrac. » Derrière Fleury marche Bahorel. Il a une chemise rouge. Un passant crie en les voyant « Voilà les rouges. » Des jeunes gens, des ouvriers armés de sabres ou de bâtons les suivent. Quelques-uns ont des pistolets dans leurs pantalons. Gavroche marche en avant de tous. Leur nombre grossit à chaque rue. Vers la rue des Billettes, un homme grand aux cheveux gris que personne ne connaît se mêle aux jeunes gens. Gavroche, occupé de chanter, d'aller en avant, de frapper aux portes et aux fenêtres avec son vieux pistolet, ne le remarque pas. Bientôt, Courfeyrac, Enjolras et leurs amis, sans savoir comment, se trouvent rue Saint-Denis devant un cabaret, le Corinthe, où ils ont l'habitude de venir chaque jour. Ils s'arrêtent, décident de faire là une barricade, avec les tables, des chaises, des morceaux de bois et une vieille voiture à cheval. Un fiacre qu'ils retournent les roues en l'air au milieu de la rue. D'autres hommes arrivent et les aident. Des ouvriers apportent un tonneau plein de poudre. On casse le seul réverbère de la rue, une lumière, de la Chanvrière, ceux de la rue Saint-Denis et des rues voisines de Mondétour, du Cygne, des Pré-Charles, de la Grande et de la Petite Truanderie. Enjolras, Combeferre et Courfeyrac sont les chefs. 2 barricades se construisent en même temps de chaque côté du Corinthe. L'une ferme la rue de la Chanvrière, l'autre la petite rue Mondétour. 50 hommes y travaillent. Une trentaine sont maintenant armés de fusils. Un feu a été allumé dans la cuisine. On boit après le travail. Les cartouches sont mêlées sur des tables avec les verres de vin. L'homme grand que Courfeyrac, Combeferre et Enjolras ont remarqué au coin de la rue des Billettes travaille à la petite barricade de la rue Mondétour et s'y rend utile. Gavroche travaille à la grande. Il va, vient, monte, descend, remonte, parle comme il respire. Il semble là pour donner du courage à tous. Il remplit l'air. Il est partout à la fois. Il rend les uns gais. Il met les autres en colère. Se pose, s'arrête, repart, vole, saute de ceux-ci à ceux-là. Le mouvement est dans ses petits bras et le grand bruit de ses petits poumons.
Encore des pierres, encore des tonneaux, encore des choses. Où y en a-t-il? Bouchez-moi ce trou-là. C'est tout petit, votre barricade. Il faut que ça monte. Mettez-y tout. Cassez la maison. Tenez, voilà une porte vitrée. Une porte vitrée? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'une porte vitrée, petit? Disent l'un des travailleurs. Une porte vitrée dans une barricade, c'est très bon, répond Gavroche. Ça n'empêche pas de l'attaquer, mais ça gêne pour la prendre. Vous n'avez donc jamais volé des pommes de terre par-dessus un mur où il y a des morceaux de bouteille? Une porte vitrée, ça coupe les souliers et les pieds des soldats quand ils montent sur la barricade. Ah, ça, vous n'avez pas d'idée, mes camarades. L'enfant va de l'un à l'autre et demande. Un fusil, je veux un fusil. Pourquoi ne me donne-t-on un fusil? Un fusil à toi? Dit Combeferre. Tiens, répond Gavroche, pourquoi pas? J'en ai bien eu un en 1830 quand on a discuté avec Charles X. Quand il y en aura pour les hommes, on en donnera aux enfants. Gavroche répond. Si tu es tué avant moi, je prends le tien. Les deux barricades sont à leur haute de 2 mètres. 2 étroits passages permettent d'en sortir et d'y entrer. Un drapeau rouge est planté sur le fiacre. Chaque homme a 30 cartouches. Certains ont de la poudre. Au fond, les cuillères, les fourchettes et les couteaux de l'hôtel sur le feu de la cuisine et on en fait des balles. Le tonneau de poudre n'a pas encore été ouvert. Il est resté dehors entre la barricade et la porte. Au loin, on entend des cris. Ce sont les ouvriers qui appellent le peuple de Paris à la révolte. On charge les fusils et les carabines. Tous ensemble, lentement, sans se presser. Puis les barricades construites, chacun à sa place, les fusils chargés devant ces rues où personne ne passe plus, entourés de ces maisons mortes, enveloppés des ombres de la nuit qui tombent et de ce silence où on sent s'avancer quelque chose. Armée sur 2, tranquille, il attend. OK. Je vais juste checker l'autre page, juste voir ça. OK, je pense que je vais arrêter mon enregistrement ici, OK? Juste à cause qu'il reste quand même moins que 3 minutes.